Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire sur la santé mentale, le handicap psychique et l'emploi. Je suis Gaëlle de Carmentran, animatrice du PRITH, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, et je suis très heureuse de vous accueillir ce matin. La santé mentale, on le sait, est aujourd'hui un enjeu majeur. Nous sommes dans l'année 2025 où la santé mentale a été déclarée grande cause nationale. Vous êtes d'ailleurs très nombreux ce matin à nous avoir rejoints à ce webinaire. Nous vous en remercions beaucoup. Petite précision technique. Nous allons vous demander de garder, s'il vous plaît, vos micros et caméras fermés pendant toute la durée de ce webinaire. Nous sommes ensemble pour à peu près 1h30. Il y aura la possibilité de votre côté de poser quelques questions dans le fil de conversation. Ces questions, nous y répondrons de façon certaine par écrit ultérieurement à ce webinaire. Nous y répondrons peut-être en fin de webinaire selon le temps disponible. Vous recevrez également à l'issue de ce webinaire un certain nombre de documents ressources sur des sujets qu'on aura abordés ce matin. Nous avons vos coordonnées mail, donc nous nous permettrons de vous les adresser. Je passe tout de suite la parole aux partenaires du PRITH qui ont souhaité donc organiser cet événement. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Gaëlle. Bonjour Thibaut. Bonjour Gaëlle, merci. Thibaut Desgatier, je voulais simplement introduire un peu ce webinaire qui a été décidé parce qu'aujourd'hui, 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et donc, nous sommes bien heureux d'avoir pu organiser ce webinaire qui a été décidé dans ce qu'on appelle le PRITH, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Et je vais vous donner en quelques mots ce que c'est que ce plan régional. Il est composé donc, des deux fonds qui vont être présentés tout à l'heure par Alexis, du conseil régional PACA, du service public de l'emploi, donc on a un représentant ici de France Travail, on a également les missions locales et les Cap Emploi. Donc Cap Emploi, vous aurez tout à l'heure une intervenante à ce sujet-là. Nous avons également l'agence régionale de santé et son réseau, c'est-à-dire les départements de la région PACA. Nous avons l'éducation nationale et je représente aujourd'hui la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui est aussi représentée avec son réseau des 6 départements. Voilà, maintenant je laisse la parole à Alexis qui va vous présenter son institution et celui de FIPHFP. Merci Thibaut. Bonjour à toutes et à tous, Alexis Turpin, je suis délégué régional de l'AGFIP pour Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Alors l'AGFIP, nous avons pour mission de développer l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Devait être présent aujourd'hui avec nous Thierry Allemand, directeur territorial handicap du FIPHFP. En gros, c'est l'homologue de l'AGFIP, mais pour la fonction publique, les trois fonctions publiques. Thierry Allemand n'est pas sur le studio, et pas avec nous en studio, mais il participe au webinaire. Je sais qu'il nous regarde. Alors, si nous avons voulu ce temps sur la santé mentale, c'est parce que les employeurs nous disent qu'il est difficile d'intégrer des personnes en situation de handicap psychique. Bien sûr, ça a un impact sur l'emploi des personnes concernées. Et à l'heure où un salarié sur 4 déclare être en mauvaise santé mentale, il est important de savoir, de comprendre de quoi il s'agit exactement, et puis de savoir aussi qu'il existe des solutions. Je citerai juste à titre d'exemple l'emploi accompagné ou les appuis spécifiques proposés par l'AGFIP et le FIPHFP, mais ça, on en parlera au cours de ce webinaire. Voilà, je ne serai pas plus long. Je passe la parole à Guillaume Koenig de France Travail. Oui, effectivement. Guillaume Koenig de la direction régionale France Travail, je suis le directeur des partenariats. Et du coup, je voulais d'abord vous remercier de vous être connectés aussi nombreux sur ce webinaire sur la santé mentale. Vous êtes des représentants d'entreprises, des référents handicap en entreprise, des partenaires ou bien des professionnels de l'emploi. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour traiter un sujet qui mérite d'être mieux connu. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes sur une journée particulière puisque c'est la journée mondiale
de la santé mentale. Et donc, ravi de vous accueillir ici dans ce studio France Travail pour parler de ce sujet qui, somme toute, n'est pas suffisamment connu, assez méconnu même, je dirais. On parle de santé mentale, mais on ne sait pas véritablement à quoi est-ce qu'on fait référence. Et ça mérite effectivement qu'on en parle, qu'on en reparle, que ça puisse prendre dans les différents réseaux. Ce sujet mérite qu'on s'y attarde. Donc merci au plan régional de l'insertion des travailleurs handicapés. Je fais référence donc à la GFIP, au FIP et à la DRETS, bien sûr, les services de l'État, qui ont eu cette initiative de lancer ce webinaire pour qu'on puisse parler de ces sujets. On est en fait tous concernés, soit dans nos entreprises, soit dans nos fonctions, au titre de l'accompagnement des autres. Et du coup, ça mérite effectivement qu'on se préoccupe de ce sujet plus profondément. Alors, côté France Travail, on intervient avec les entreprises, on intervient avec les conseillers qui vont en entreprise, notamment avec les Cap Emploi, pour traiter de la thématique du handicap, de l'insertion de ces publics. Et dans ces situations-là, eh bien, on recherche effectivement à ce qu'il y ait plus d'efforts sur l'insertion, l'inclusion des personnes qui rencontrent des difficultés. Puis on intervient aussi, mais c'est surtout le Cap Emploi cette fois-ci, sur le maintien en emploi, un sujet qui est proche de celui qu'on va évoquer aujourd'hui, notamment lorsqu'il y a les thématiques de difficultés de santé mentale. Et là, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse aujourd'hui vous présenter ce qui existe. On est là pour vous aider. Et donc, on souhaite que ce webinaire vous apporte effectivement des informations et des solutions. Je ne serai pas plus long. Je rends la parole à Gaël qui va nous conduire dans l'organisation de ce webinaire. Merci à chacun. Merci Guillaume, merci à tous pour cette introduction. Donc effectivement, il faut parler de ce sujet. Les chiffres sont éloquents, Alexis nous en a donné quelques-uns, on y reviendra. Sachez aussi que les troubles psychiques sont cette année la première cause d'arrêt maladie de longue durée et la première cause d'invalidité. Donc on voit que c'est un sujet éminemment important. Alors ce webinaire va être évidemment simplement introductif, mais on a essayé de vous le structurer, de l'organiser autour de 3 séquences, donc très rapidement que je vais vous présenter. La première, c'est partager avec vous un petit peu des définitions et de la connaissance. La santé mentale, on l'a vu, c'est un concept complexe, flou, parfois un peu confus. On parle de troubles psychiques, de handicap psychique, de burn-out, on parle de RPS, etc. On parle aussi de santé mentale. Ça va être notre première séquence avec Yves Bancelin pour cerner un peu mieux ce sujet et vous donner un petit peu des clés de lecture. La deuxième séquence, on l'a voulu autour d'illustrations et de témoignages. Donc vont venir témoigner un employeur public et une personne souffrant ou ayant souffert de troubles psychiques pour nous raconter des parcours de vie ou des parcours d'agents et la façon dont des choses peuvent se mettre en place. Ça sera notre deuxième temps. Et dans un troisième temps, on va essayer de vous présenter un certain nombre d'outils et de ressources. Alors, dans les grandes lignes, et puis on vous renverra sur de la documentation plus approfondie, mais ça vous permettra de retrouver finalement les appuis et les leviers qui peuvent vous aider. Donc, on va démarrer tout de suite donc, sur cette première séquence avec Yves Bancelin. Yves Bancelin, vous êtes directeur d'EsperPro, une association de soutien des personnes dans leur processus de rétablissement suite à des troubles psychiques en lien avec leur santé mentale. Vous êtes une association qui travaille avec un outil qu'on appelle la paire aidance. Vous allez nous expliquer ça. Peut-être première question, Yves, on a envie peut-être de vous demander déjà comment vous allez et quel est peut-être vous, votre parcours de vie et finalement d'où vous nous parlez, Yves. Bonjour Gaël, merci de me donner la parole. Alors, comment je vais ? Bien. Je vais plutôt bien aujourd'hui. Je n'ai pas à me plaindre. Je reviens d'un long parcours, ce qui m'amène à avoir la chance, l'honneur d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous des expériences et puis peut-être un vécu de l'intérieur de ce que c'est que traverser des problématiques de santé mentale, des troubles psychiques. Alors effectivement, vous avez dit que
je pilotais, je dirigeais une association de médiateurs de santé père, de pères aidants. Peut-être que je peux commencer par là. Moi, j'ai traversé des troubles psychiques invalidants, sévères, qui m'ont mené à passer le bac technologique dans une clinique psy quand j'avais 19 ans. À la suite de ça, j'ai eu des problèmes avec la justice. J'ai subi un certain nombre d'agressions, plus ou moins violentes. Et ce parcours, en partant d'une histoire familiale complexe, etc. Et je ne vous raconte pas ça pour que vous vous apitoyiez sur mon sort, mais simplement pour vous expliquer ce que peuvent être les parcours des gens qui nous entourent, de la caissière du supermarché, de votre collègue de travail qui s'occupe de l'accueil dans une entreprise. En fait, ce parcours m'a mené à la marginalisation et à la folie, d'une certaine manière. Et c'est comme ça que je suis devenu médiateur de santé père aidant. C'est-à-dire qu'après un long parcours de rétablissement, je me suis réapproprié mon histoire de vie, ma santé mentale. J'ai trouvé des stratégies pour surmonter les difficultés que j'ai rencontrées pendant toutes ces années. Et j'ai choisi d'en faire un outil de travail que je mets en exercice depuis 2012. Alors, peut-être on peut rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un père aidant, un médiateur de santé père. C'est quelqu'un qui va être un traducteur entre les personnes qui sont concernées par des problématiques de santé mentale, des troubles psychiques, et puis soit le réseau de santé, les professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, les psychologues, mais aussi la famille. Et dans mon cas aujourd'hui, à ma place de directeur, également avec des partenaires employeurs. Et donc l'idée, c'est d'être une interface entre des personnes qui souhaitent se réinsérer socialement, professionnellement, et puis les endroits où ils vont pouvoir mettre leurs compétences au service du collectif. Pourquoi j'en suis venu à me spécialiser sur les questions d'emploi ? Parce que d'abord, l'emploi, c'est une source de revenus. L'emploi permet de structurer l'identité sociale et professionnelle, puisqu'on sait que le milieu professionnel, c'est une voie royale vers une meilleure estime de soi, vers la projection, vers l'établissement d'objectifs personnels, vers la rencontre, vers le défi. Le défi participe à l'équilibre psychique. On s'équilibre psychologiquement dans la résolution de problèmes, dans le fait de trouver des stratégies à des difficultés qu'on rencontre. Et donc voilà, pour ces raisons-là, l'emploi, c'est vraiment un terrain très intéressant pour questionner, améliorer sa santé mentale et son équilibre. Parfois, le travail peut aussi mettre en difficulté et pousser à des situations inconfortables, voire parfois extrêmes, et aussi être déstabilisateur. Mais donc l'enjeu, c'est de trouver le juste équilibre pour que le milieu professionnel devienne un espace de réalisation de soi et de projection. Et oui, peut-être juste je finis là-dessus. Pourquoi est-ce que je me suis pleinement investi sur les questions d'emploi ? Parce que lorsque j'étais médiateur de santé père en institution de soins, je me suis aperçu que très rapidement que les patients, les personnes concernées, lorsqu'elles étaient stabilisées, qu'elles sortaient des périodes de crise, avaient besoin de retrouver une utilité sociale et le travail à ce titre est la meilleure manière de retrouver une utilité. Voilà. Merci beaucoup Yves. Alors on le disait, la santé mentale, concept large, notion parfois un peu floue pour nous tous. Est-ce que peut-être vous pouvez nous décrypter, nous donner quelques définitions, si tant est qu'on ait des définitions sur ce qu'est la santé mentale, ce que sont ces troubles psychiques, pour que on voit un petit peu tous de quoi on parle. Oui, je vais essayer parce que c'est un très vaste concept, la santé mentale, qui ne se résume pas à l'absence ou à la présence de symptômes et de troubles psychiques. On pourrait le décrire comme un état d'équilibre général, émotionnel,
cognitif, social, qui doit permettre à chacun de s'adapter pour relever les défis de la vie et s'ajuster aux situations quotidiennes. Donc ça pourrait être la définition, voilà, d'une bonne santé mentale. C'est une notion qui recouvre un ensemble de champs, puisque la santé mentale est indissociable de la santé physique et de la santé sociale. On a parfois tendance à les traiter de manière un peu cloisonnée. Et pour habiter son corps, il faut avoir conscience de soi, il faut avoir conscience de ce corps. Et donc, ça passe par une analyse de soi-même. Et donc, voilà, prendre conscience de son corps passe par la tête, passe par les pensées. Et avoir conscience de soi passe aussi par les autres. Donc il y a quelque chose de très lié, de très uni en fait dans voilà, la santé mentale, dans la santé physique, et puis la situation sociale, son équilibre, comment on pourrait le dire ? Oui, social. Après, je voulais ajouter un point qui me semblait important, c'est que contrairement aux troubles psychiques et aux maladies psychiatriques, tout le monde est concerné par l'équilibre et le déséquilibre de l'état de santé mentale. Et donc je crois que c'est important d'en prendre conscience, et si cette journée peut être l'occasion de rappeler à chacun qu'il est essentiel de se poser ces questions-là pour ne pas se faire dépasser dans des moments à risque. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, j'ajouterais que la santé mentale est très directement liée à ce qu'on appelle les déterminants sociaux de santé. Alors, c'est un terme qui peut paraître un petit peu technique, mais qui en fait est très simple. Ça veut dire que la santé mentale dépend de la situation économique, de nos relations de travail, de nos relations amicales, de notre environnement culturel, de notre environnement politique, et tous ces déterminants, tous ces critères vont influencer de manière positive ou négative la santé mentale des populations et des individus. Aujourd'hui, on sait que 13 millions de personnes sont concernées par un trouble psychique en France, donc c'est un chiffre qui est conséquent. Pensez-y la prochaine fois que vous allez au magasin, au théâtre, au cinéma. Ça représente pas mal de monde. J'ai trouvé une méta-analyse de l'Organisation mondiale de la santé qui décrypte que 7 personnes sur 10 vivent avec un psychotrauma lié à une situation complexe, donc une crise économique, une catastrophe naturelle, des violences familiales, intrafamiliales, conjugales. Donc ça signifie que exister met notre condition mentale à l'épreuve. Exister est complexe, et de multiples situations peuvent déséquilibrer un petit peu voilà, la santé mentale. Et je finirai sur peut-être un chiffre qui me semble intéressant. C'est que les troubles anxieux et dépressifs chez les jeunes ne cessent d'augmenter, notamment en lien avec les questions écologiques, la crise climatique qu'on traverse. Et donc voilà, les raisons de ne pas aller bien sont nombreuses. Et en même temps, ce qui est positif, c'est qu'on est de plus en plus conscient de ces difficultés, de ces expositions. Et on a de plus en plus de stratégies pour relever les défis. Merci Yves. Ouais, moi j'avais noté aussi dans une des dernières enquêtes effectivement qu'on avait 25% de la population, s'il fallait retenir quelques chiffres, avec des troubles anxieux généralisés. Ça fait quand même un chiffre déjà très très élevé, et que ce chiffre pouvait monter jusqu'à 40% chez les jeunes entre 16 et 25 ans. Donc ça rejoint bien ce que vous venez de nous dire. Alors, en tant qu'employeur, là on a beaucoup d'employeurs avec nous à ce webinaire, en tant qu'accompagnateur des personnes, vous êtes des collègues, des référents handicap.
Finalement, Yves, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte? Est-ce qu'il y a on va dire des signaux faibles qu'on peut détecter chez nos collègues, chez les personnes qui nous entourent, dans nos familles, sur quoi on peut être vigilant? Est-ce qu'il y a des choses voilà, qui peuvent un petit peu nous alerter? Merci pour la question, qui est absolument fondamentale, puisque la problématique de santé mentale a la réputation, une mauvaise réputation qui lui colle à la peau, c'est d'être spectaculaire. Et elle est spectaculaire parfois parce que les signaux faibles n'ont pas été détectés suffisamment tôt et les problématiques n'ont pas pu être désamorcées. Et donc, il existe une multitude de signaux que l'on peut repérer, auxquels on peut être vigilant, si toutefois on est conscient qu'ils existent et qu'on a conscience que donc, en tant qu'employeur, en tant que collègue de travail, en tant que partenaire de l'emploi, on se doit en fait d'être en veille sur ce type de signaux. Alors, je les ai catégorisés dans 4 grandes familles. Les changements comportementaux, c'est-à-dire ceux qui se voient, par exemple quelqu'un qui va réduire ses interactions sociales, être un peu en retrait, éviter certaines situations, de manger ensemble, des situations de travail de groupe, ne plus participer aux échanges et aux discussions collectives, rester silencieux lors des réunions, ou bien des retards répétés, peut-être une augmentation ou une diminution du temps passé sur le poste de travail, des difficultés à respecter des échéances. Donc tout ça, ça représente voilà, des signaux qui sont quand même assez intéressants à identifier, au moins à discuter. Ensuite, bon, il y a des choses qui sont plus difficiles peut-être à repérer, mais si on s'intéresse à ses collègues de travail, on peut les déceler. Quelqu'un qui va vous dire que depuis quelque temps, il a une tension dans la nuque, qu'il a mal au lombaire. Donc c'est des petites choses, mais je pense que c'est pas inintéressant de creuser un petit peu le sujet et voilà, de voir s'il ne se cache pas derrière quelque chose de plus, voilà, de plus lourd ou de plus difficile à porter au quotidien. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est émotionnel et psychologique. Alors souvent ces signaux ils sont exprimés dans l'humeur, c'est-à-dire la manière dont on se présente aux autres, dans ses attitudes. Donc ça peut se traduire par des fluctuations d'humeur qui sont un peu inexpliquées, une tristesse un peu soudaine ou passagère, une nervosité qu'on peut percevoir ou sentir, quelqu'un qui pleure ou qui peut avoir des réactions inattendues, un peu excessives. C'est des choses sur lesquelles on peut s'arrêter. Une certaine apathie, alors c'est un mot un peu technique, mais ça veut dire un manque d'entrain, une espèce de ralentissement dans son fonctionnement. Et j'ajouterais, pour finir sur ce point, quelque chose qui est assez significatif, c'est un doute constant sur ses compétences et sa capacité à réaliser une tâche et le regard un peu négatif qu'on va porter sur son travail. Et alors là, je sais que moi, je suis extrêmement vigilant là-dessus et je rappelle qu'à l'impossible, nul n'est tenu et que être engagé, avoir l'intention de faire quelque chose en soi, c'est déjà très positif pour l'organisation, pour les collègues et pour le travail. Donc voilà, c'est des signaux qui sont finalement pas si compliqués que ça à repérer. Il faut juste avoir le temps de s'y arrêter. La troisième catégorie, c'est tout ce qui est cognitif. Alors, ça peut être des pertes d'attention, de concentration, de mémoire. Il y a 5 grandes fonctions cognitives que tout le monde connaît en fait. C'est la perception, c'est percevoir son environnement, les stimuli, etc. L'attention, le système attentionnel, la mémoire, ce qui nous permet d'enregistrer l'information,
les fonctions exécutives, la planification, la résolution de problèmes, etc. Et puis la cognition sociale, c'est-à-dire notre capacité à être en relation avec les autres. Et donc souvent, quand ça va moins bien dans son équilibre mental, ces fonctions, elles sont altérées et une multitude de signaux vont se manifester. Et puis enfin, je finirai sur les manifestations physiques. Une fatigue qui persiste, quelqu'un qui dit qu'il est tout le temps fatigué, qui ne trouve pas le repos, que son sommeil n'est pas bon. On ne peut pas rester insensible à ça, en fait. On doit agir. On doit prendre le temps, s'arrêter. On met les tâches en stand-by et on prend le temps de discuter de ces difficultés de sommeil. On n'est pas médecin, mais on propose un espace d'échange, d'écoute. On montre un intérêt. Tu as de l'importance, tu existes à mes yeux, je te le montre. Je te tire la chaise, je te propose de t'asseoir, je vais te chercher un verre d'eau et on discute. Et puis on voit après ce qu'on fait avec l'information, mais il n'y a pas besoin d'être un médecin pour faire ça. Merci Yves. Parfaite transition avec le dernier point et on va conclure là-dessus parce que le timing malheureusement est très serré et effectivement on peut approcher la personne, on n'est pas médecin, c'est des mots très forts, mais justement peut-être en tant que collègue, en tant qu'employeur, est-ce que vous pouvez juste nous donner et introduire un petit peu quelques leviers possibles, quelques aménagements, quelques éléments de l'environnement et puis c'est des choses qu'on va revoir ensuite avec les autres témoignages. Merci Yves. Je me rattrape sur cette dernière question. Je vais faire très vite en 3 points. Un plan de prévention des risques psychosociaux au travail, ça me semble absolument fondamental. On l'a fait, c'est particulièrement intéressant. Ça permet de mettre le doigt sur la manière dont on communique l'information, comment on crée des espaces pour que tout le monde soit contributeur dans les décisions qui sont prises. Favoriser toutes sortes d'espaces d'échange. Et puis, je finirai par mettre le focus sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, que je traduirai par orienter son management et sa politique RH sur la montée en compétences et sur la mobilité professionnelle. Voilà, je dirais que ça, c'est trois moyens de favoriser une bonne santé mentale au travail. Eh ben, merci infiniment pour cette première séquence, je crois déjà très très riche, à la fois sur les grands enjeux, sur les grands signaux. On va passer à la deuxième séquence de notre webinaire, une séquence focalisée sur quelques témoignages. On a la grande chance d'accueillir donc des grands témoins. Donc, je vais demander à Madame Naïma Ramli de nous rejoindre, ainsi que Philippine Clermontel et Alexandre du Clubhouse, qui vont nous rejoindre pour cette deuxième séquence où on a voulu partager un petit peu avec vous peut-être des parcours inspirants, des réussites aussi, sous différents angles. Donc on va commencer avec Madame Ramli. Madame Ramli, vous êtes référente handicap et reclassement professionnel à la direction des ressources humaines de la ville d'Istres. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner. La ville a été confrontée, je crois, à ces sujets. La ville a mis en place un certain nombre de choses, vous allez nous expliquer ça, pour intégrer, maintenir en emploi des agents confrontés à des problématiques de santé mentale. Bienvenue à vous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu déjà, on va dire dans les grandes lignes, ce que vous avez pu mettre en place et comment s'est déroulé ce processus à la ville d'Istres? Eh bien, bonjour Gaëlle, bonjour à vous, merci pour votre invitation. Donc, je suis effectivement référente handicap et reclassement professionnel pour la ville d'Istres. Donc, Istres, pour la situer, c'est à l'ouest de l'étang de Berre, 45 000 habitants, 1700 agents, dont à peu près 1400 fonctionnaires statutaires, 200 bénéficiaires de l'obligation d'emploi ville et CCAS confondus, avec une politique handicap volontariste depuis un certain nombre d'années, et j'allais dire plus particulièrement depuis 2017, grâce à un conventionnement avec le FIPHFP,
dont l'accent est porté essentiellement sur l'accueil d'apprentis en situation de handicap et le maintien dans l'emploi. Donc je le disais, je suis référente handicap, je suis modestement le chef d'orchestre du conventionnement à travers toutes les thématiques. Et j'accompagne, c'est un peu mon cheval de bataille quotidiennement, les salariés, qu'ils soient, comme je vous disais, fonctionnaires ou en emploi non permanent, par des entretiens individuels. Donc je voudrais mettre l'accent, si je puis me permettre ce matin, en parlant de santé mentale, de l'écoute active. C'est-à-dire que quand on parle de handicap, et plus spécifiquement aujourd'hui de la santé mentale, cela prend du temps. Donc c'est prendre le temps de recevoir l'agent dans un espace clos, dans un espace confiné, pour que la parole puisse se libérer. Parce que malheureusement, dire « je suis bipolaire », je souffre d'un syndrome anxio-dépressif, ça reste tabou. C'est ce que j'ai remarqué dès les premières années, puisque je suis là depuis maintenant un peu plus de 9 ans. Donc il y a un climat de confiance qui s'installe au fur et à mesure. Et puis petit à petit, c'est là où ça arrive à me dire « Naïma, j'ai un suivi par un thérapeute, je vois un psychiatre, j'ai un traitement. » On parlait de signaux tout à l'heure. C'est là où c'est la première phase de détection, puisqu'on va parler de détection aussi de la santé mentale, où je commence à percevoir qu'il y a une difficulté. Et l'agent se sent très souvent, alors c'est des schémas qui sont récurrents, il se sent en difficulté, isolé dans son groupe de travail, n'étant pas à la hauteur de ce qu'il veut faire. Le responsable de service qui va m'interpeller aussi en aparté, qui va me dire cet agent-là, alors pardon, je vais employer des guillemets, on la connaît, elle a toujours été comme ça. Elle a ses sauts d'humeur, on ne sait pas comment lui parler, elle accuse des absences, elle accuse des retards, elle n'est pas très efficace. Bon, on lui a arrangé, on lui a aménagé quelques tâches, mais on sait bien qu'on ne peut pas compter sur elle. Et puis on oublie cet agent, ce fameux agent qui ne se sent pas ou plus à sa place et où on arrive vers un conflit sans dénouer le pourquoi du comment. Et nos employeurs, le mien y compris, il faut quand même se le dire puisqu'on se parle franchement aujourd'hui, va faire changer de service l'agent. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a des changements comme ça de service récurrents au fil des années sans percevoir le fond. Parce que le chef de service aussi est préoccupé ne sachant pas comment faire. Donc moi personnellement, n'ayant pas, je le dis assez souvent quand j'interviens de médecin du travail, je m'appuie essentiellement sur les appuis spécifiques, dont Isatis, qui sont un atout précieux, qui viennent en appui à l'employeur, qui viennent aussi en soutien pour assurer ou réassurer. Parce que quand on parle aussi de santé mentale, il y a une perte de confiance et il y a aussi un malaise qui est généré aussi dans le collectif de travail auprès des salariés qui ne savent pas comment s'y prendre et comment s'exprimer et comment aider tout simplement parce qu'il y a cette peur. Il y a la peur de mal faire, il y a la peur de ne pas avoir les bons mots, les bons gestes, alors que le collègue est là, juste à côté, ne sachant pas quoi lui dire. Alors Isatis, c'est donc un service d'appui spécialisé vous pouvez solliciter de manière assez facile à travers leur plateforme dématérialisée. Un tandem qui est composé d'une psychologue clinicienne et d'une conseillère socio-professionnelle qui sont très complémentaires. La première des choses, quand vous avez un doute sur un agent, sur un salarié, vous dites il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être quelque chose qui relève du psychique ou du cognitif, des mots vont être posés. Et tout de suite, ça rassure. Ça permet de briser déjà le tabou et d'oser parler. Parce qu'on peut parler de tout ça. On peut parler de santé mentale, d'autant que nous sommes sur un handicap qui est invisible. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, je vais dire une évidence, il y a beaucoup de mal par rapport à ça. Isatis qui intervient aussi beaucoup sur le terrain, qui va rencontrer le bénéficiaire de l'obligation d'emploi, qui va rencontrer les différents acteurs. Je parlais du collectif, je parlais aussi du responsable, avec des échanges, avec des entretiens. Et pour nous, en tant qu'employeurs, il y a aussi des préconisations aussi qui sont apportées pour essayer de faire en sorte d'éviter la rupture et le conflit, parce que c'est aussi ça l'enjeu, du moins en ce qui me concerne. Très régulièrement, malheureusement, des situations conflictuelles qui sont difficiles à dénouer apparaissent. Merci Naïma, je crois que c'est des conseils extrêmement précieux là, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Peut-être juste pour compléter, vous accompagnez
individuellement des agents, vous le disiez, des collectifs de travail aussi. Est-ce que vous voulez revenir peut-être sur une situation ou un parcours un peu plus spécifique qui nous permettrait d'illustrer ce que vous venez de nous exposer? Alors j'ai en tête une jeune femme à l'aube de la cinquantaine. Ce que j'ai oublié de dire juste avant, ça va me permettre de le compléter. Quand je parlais tout à l'heure des qualificatifs qui sont apportés à l'agent, il a toujours été comme ça, on ne sait pas quoi en faire. Il y a très souvent cette association avec le tempérament, comme si souffrir de santé mentale, ça faisait partie de l'ADN. Non, ce n'est pas un choix, c'est une pathologie et c'est aussi une maladie. Donc cette jeune femme dont je voulais vous parler, à l'aube de la cinquantaine, très coquette, très extravagante, voire fantasque, un peu sans gêne, on va dire, agent d'entretien, donc travail assez usant et assez pénible, et puis qui traverse un drame personnel au cours de sa vie, à 30, 40 ans, et on sent bien la bascule à ce moment-là. Ça se rajoute aussi, une situation de reclassement pour raison de santé, donc avec aussi la nécessité de devoir la faire changer pour raison de santé, et elle perd tous ses repères. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus, même en termes de savoir-être, c'est-à-dire se lever le matin, se préparer, rester poli, avoir des interactions sociales, être en contact avec les autres, avec le responsable de service, prévenir en cas de retard, prévenir en cas d'arrêt de travail. Et la décision qui est prise, alors sans doute maladroite, c'est de la faire changer de service. Donc, elle est changée de service, et là, le schéma se répète. Et puis arrive encore un troisième service, et les signes que je viens d'écrire sont systématiquement les mêmes. Et c'est là où je me dis, je vais faire intervenir Isatis. C'est là où elle finit par se confier, par expliquer qu'elle a un suivi thérapeutique, mais qu'elle avait un peu laissé de côté depuis quelques années. Et le service, c'est là où on se rend compte que le service n'osait pas. C'est-à-dire qu'ils avaient plutôt tendance à la materner en pensant bien faire, en excusant ses retards, en excusant ses absences. Et c'est là, je trouve, où est la force de ces services d'appui spécifiques, c'est de rappeler que nous sommes dans un cadre professionnel, qu'il y a des obligations, il y a aussi des droits, et qu'il est important aussi d'avoir une posture, mais que ce n'est pas une fatalité. Voilà. Le handicap et la gestion du handicap de manière générale, le cercle de la fatalité, moi je l'appelle comme ça, c'est essayer de le briser grâce à des professionnels qui viennent en appui pour assurer et pour réassurer le chef de service, chaque salarié qui est aussi désemparé, et aussi les ressources humaines dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, en préconisant aussi, on parlait de formation tout à l'heure, en songeant peut-être à une reconversion professionnelle, à un suivi médical un peu plus appuyé, et peut-être une réorientation professionnelle. Merci Madame Ramli pour ce très beau témoignage. Merci beaucoup à vous d'être venue ce matin. Je crois que c'était extrêmement riche. Le deuxième témoignage qui va suivre, je vais donner la parole à Alexandre et Philippine. Alexandre et Philippine viennent tous les deux de l'association Clubhouse, le réseau national Clubhouse, et là le Clubhouse de Marseille. Ils vont nous expliquer tout ça. On va commencer avec vous, Alexandre, si vous le voulez bien. On va peut-être commencer tout simplement par un petit peu votre parcours, si vous voulez bien nous raconter ça. Quel a pu être votre parcours professionnel? Alors, tout d'abord, bonjour. Donc, je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans. Mon parcours professionnel a débuté en 2008 par un CAP Proélec, c'est-à-dire un CAP électricien bâtiment. J'ai pas eu le diplôme, mais ça m'a quand même permis de travailler par la suite. Ça m'a permis surtout de découvrir le monde professionnel. J'ai cumulé plusieurs emplois divers et variés dans nombreux domaines, que ce soit la restauration, l'hôtellerie, le bâtiment, l'animation et l'immobilier. Donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. J'ai jamais eu l'occasion de signer un CDI. Donc c'est pour ça que j'ai eu divers emplois. Je suis toujours allé là où il y avait du travail. Voilà pour mon parcours professionnel. Ah oui, j'ai passé un BAFA aussi. Donc qui m'a permis de travailler dans l'animation. Et à un moment, je crois, Alexandre, il y a eu une rupture dans ce parcours professionnel. On est peut-être en 2020, 2023 2023 précisément. 2023. Ben voilà, c'était
C'était à la fin de mon contrat de travail. C'était plus possible en fait. La maladie était déjà présente avant, mais c'est à ce moment-là que c'est vraiment aggravé. Donc j'ai été suivi par un CMP, centre médico-psychologique, donc dans lequel je voyais une psychiatre. Je voyais aussi à côté de ça une psychologue. Et j'avais aussi des référentes, j'ai eu plusieurs référentes sociales dans le cadre du RSA, parce que du coup, comme je ne travaillais plus, je me suis retrouvé au RSA. Voilà, oui. C'est à ce moment-là que vous croisez la route de Clubhouse, il me semble. Oui, c'est l'assistante sociale, parce que je voyais une assistante sociale aussi au CMP, qui m'a parlé du Clubhouse. C'était en fin 2024. Donc je suis allé à la réunion d'information collective et j'ai fait les 2 demi-journées de découverte qui m'ont permis de découvrir justement le Clubhouse pour voir si ça convenait à mes besoins. Et ça l'a été. Voilà, parce qu'au début j'y suis allé presque tous les jours. Ça m'a beaucoup aidé. Déjà parce que moralement ça allait pas avant ça, et là de voir du monde, de voir des personnes et de participer à de nombreux ateliers, ça m'a aidé moralement, psychologiquement, et c'est surtout ça m'a aidé à retourner vers l'emploi. Alors parce que déjà il y avait des ateliers emploi qui étaient organisés par le Clubhouse, mais aussi le fait d'y aller chaque jour, ça m'a permis de reprendre lentement un rythme. C'était plus comment expliquer ça, comme si c'était un emploi en fait, puisque j'y allais tous les matins, j'y passais la journée, donc voilà. Il y avait des ordinateurs qui étaient à disposition, donc ça m'a permis de retravailler mon CV, chose que j'aurais pas eu le courage de faire quelques mois auparavant. Ensuite, ça m'a permis de faire dans un premier temps un stage dans un de leurs partenaires, qui est la ressourcerie des futurs. Le stage s'est très bien passé. Ça m'a redonné, ça m'a motivé, ça m'a redonné espoir, ça m'a redonné le moral. Voilà, on peut dire ça de plusieurs façons. Et surtout, ça m'a redonné l'envie de travailler. Donc là, à cette période-là, j'ai postulé vraiment à plusieurs offres. J'étais vraiment en recherche active d'emploi, de reprise d'emploi du moins. J'ai passé plusieurs entretiens. Il y a un des partenaires du Clubhouse qui est la régie de quartier Noailles-Belzunce qui m'a embauché. Honnêtement, même si l'ambiance était bonne, le travail en lui-même c'était assez épuisant, assez fatigant. Le planning aussi était assez compliqué. Donc je me sentais pas super bien dans ce travail. Ça, c'était donc au mois de mai de cette année-là. Et en juillet, j'ai été recontacté par la ressourcerie, donc chez qui j'avais fait le stage en début d'année. Ils avaient promis de me rappeler dès qu'une place se libérait, ils ont tenu parole. Du coup, j'ai pas hésité, je me suis engagé auprès d'eux. Ça se passe super bien, il y a une très bonne ambiance. Le travail me convient, c'est plus adapté à ma situation. Et voilà. Donc c'est depuis août que je suis là-bas. J'en suis content. Merci Alexandre. Quand on a préparé cet entretien, vous disiez qu'effectivement aujourd'hui,
Ce job vous convenait bien, était bien compatible aussi avec votre suivi médical, avec votre traitement. Et puis vous insistiez beaucoup sur le travail comme aide au rétablissement. C'est important. Oui, effectivement. Demain, vous avez aussi d'autres envies, des perspectives? Qu'est-ce que... J'aimerais être à mon compte pour pouvoir moi-même aménager mon planning et peut-être être plus à l'aise financièrement. Ça reste un de mes projets dans le futur. Pas dans l'immédiat parce que voilà, j'ai repris le travail seulement depuis le début de cette année. Même si j'ai repris le rythme, voilà, il y a la maladie aussi à côté, donc il faut réussir à combiner les deux. Mais ça serait mon projet futur, voilà, d'être moi-même à mon compte. Alexandre, merci beaucoup. Je sais que c'était pour vous difficile de témoigner. Oui. On vous remercie beaucoup de l'avoir fait. Je crois que ça va être ultra utile pour tous les gens qui nous écoutent, pour les autres gens qui entendront derrière ce webinaire. Merci. Et votre parcours est magnifique et très inspirant. Il a été aussi une très belle illustration, on y reviendra, de la faculté, des stages, des PMSMP dont on reparlera, d'un certain nombre de partenaires employeurs particulièrement inclusifs, hein, vous en avez cité quelques-uns. Et puis, bien sûr, du rôle essentiel d'associations comme Clubhouse. Et ça me donne l'occasion de passer la parole à Philippine Clermontel qui vous accompagne. Philippine, vous êtes directrice du Clubhouse Marseille. Vous accompagnez Alexandre, vous accompagnez plein d'autres personnes à Marseille. Et on vous laisse nous expliquer un petit peu le rôle du Clubhouse et puis votre approche particulière. Merci Gaëlle, bonjour à tous. Donc Philippine Clermontel, directrice du Clubhouse et effectivement en lien avec Alexandre au quotidien. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on est vraiment collègues de travail. C'est le principe du Clubhouse, donc on est un lieu soutien pour des personnes qui vivent avec un trouble psychique. Et on met à disposition un lieu et une ambiance pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Donc toutes ces personnes qui viennent chaque jour de nature volontaire, il n'y a pas d'obligation à venir au Clubhouse. C'est aussi ça la recette, c'est que chacun est maître de son parcours ici. Donc on favorise bien sûr le fait que, là où on l'a bien vu avec le témoignage d'Alexandre, c'est lui qui a fait son parcours. Nous on a juste été là en soutien derrière, lui rappeler qu'il était capable de faire plein de choses. Et c'est ce que, en fait, on devrait faire dans toute structure. Chacun est capable, quand on est en confiance, de mettre toutes les choses en place pour qu'on ait une vie, qu'elle soit sociale ou professionnelle, épanouissante. Et donc, c'est ce qu'on rappelle et ce qu'on met dans la tête de tous les membres. Donc, c'est les bénéficiaires de notre association qu'on accueille au quotidien. Nous, le Clubhouse, donc on a 3 missions principales. La première, comme tu l'as très bien aussi illustré Alexandre, c'est de briser l'isolement parce que souvent, des périodes d'hospitalisation ou les symptômes liés aux troubles psychiques isolent énormément. Et donc c'est souvent la première porte d'entrée pour venir chez nous, c'est de sociabiliser, d'arriver dans une communauté bienveillante pour renouer contact et puis passer des bons moments parce qu'à plusieurs, on est des humains, on a cette envie de lier des contacts avec d'autres personnes. Et puis souvent, dès qu'on a repris le contact, qu'on s'épanouit au sein d'un groupe, on accompagne dans l'insertion professionnelle. Donc c'est pas un prérequis pour venir chez nous, mais en tout cas, nous, on favorise beaucoup la mise en action et l'accompagnement vers l'emploi. Et la troisième grande mission qu'on mène, c'est de changer les regards qu'on a sur les troubles psychiques, le handicap psychique, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'étiquettes. Donc heureusement, la parole se libère de plus en plus, on en parle, et c'est d'ailleurs la preuve aujourd'hui, et c'est chouette qu'il y ait des événements de plus en plus fréquents autour de cette thématique. Mais il y a encore beaucoup de travail pour que les personnes qui vivent avec ces troubles soient reconnues comme des personnes tout à fait adaptées au monde du travail lorsqu'il y a un accompagnement et des adaptations qui sont parfois nécessaires, qui sont mises en place. Donc on change effectivement les regards auprès du grand public, mais également en entreprise. Il y a des actions de sensibilisation ou de formation auprès de professionnels.
Et très concrètement, le Clubhouse s'organise un petit peu comme si on était une petite entreprise qu'on gérait entre nous. Donc les bénéficiaires qu'on appelle les membres ici au club, parce qu'ils font vraiment partie de l'organisation au quotidien, c'est qu'on va faire ensemble toutes les activités qui permettent de faire vivre l'association. Donc on va avoir de l'accueil, de l'administratif, de la restauration parce qu'on déjeune aussi ensemble tous les midis. Et on va avoir la comptabilité, la communication, enfin tout ce qui fait vivre une structure. Ce sont les membres qui prennent en main toutes ces activités et qui leur permettent donc de se reconnecter à des compétences qu'ils auraient pu oublier et d'en découvrir aussi de nouveaux. C'est un peu un terrain de jeu sans enjeu. On vient en prendre un rythme, on vient tester plein de nouvelles choses. Et puis, on se rend compte en fait, qu'on y arrive hyper bien quand on nous fait confiance et qu'on donne le temps aussi aux personnes de retrouver petit à petit cette estime et cette mise en action. On va avoir aussi, donc, en parallèle de toute cette co-gestion du lieu, des ateliers collectifs, comme en parlait Alexandre, qui sont souvent liés à l'emploi ou bien au bien-être. On va aussi également avoir des temps de convivialité parce que c'est quand même chouette de se retrouver entre nous pour passer un petit karaoké ou une pétanque. Tout est bon pour passer des bons moments et aussi souder ce collectif. On a également des projets qu'on mène en parallèle qui sont souvent à l'initiative de membres. Où là, par exemple, notre grand projet de cette année 2025, c'était de partir et mettre le cap vers son rétablissement sur 2 voiliers. Et donc, on a des membres qui sont devenus marins pendant 4 jours et qui ont pris la barre, qui ont hissé les voiles et qui ont aussi favorisé énormément leur vie en groupe parce qu'on vit sur un petit habitacle. Et là, on n'a pas la possibilité de s'isoler, mais ça a permis une grande cohésion et une grande solidarité entre tous les membres. Donc, ça nous a aussi beaucoup appris. Que ce soit les professionnels présents ou les membres qui étaient sur ce bateau. Et puis on a également toute cette dynamique collective, elle est essentielle. Nous, on pense que le collectif porte l'individuel, mais il y a aussi un accompagnement bien sûr plus personnalisé au rétablissement. Donc on va beaucoup travailler sur les thématiques d'emploi, de formation, mais il y a toutes les parties du rétablissement qui rentrent en compte avec aussi toute la dynamique santé au global, le sport, la culture, on peut discuter de tout en individuel pour répondre aux besoins de chacun. On part bien sûr du besoin des personnes pour ensuite orienter s'il y a besoin quand on n'est pas expert ou voir comment on peut aider la personne à trouver les ressources pour avancer sur ces thématiques. Et le dernier point du Clubhouse qui se traduit vraiment dans le quotidien, c'est la paire aidance, comme le disait Jean-Yves en introduction. C'est les membres qui créent la magie au quotidien parce que via leur parcours, ce qu'ils ont pu traverser, ce qu'ils ont pu réussir à mettre en place, ils se soutiennent entre eux. Et nous, professionnels, on a souvent peu de place là-dedans. On regarde faire et la magie se fait toute seule. Et je crois que c'est aussi pour ça que les membres viennent beaucoup, c'est qu'ils sentent qu'il y a un vrai soutien de la part des autres membres du collectif. Donc aujourd'hui, le Clubhouse, c'est une association qui est nationale en France. On en a 12 aujourd'hui qui sont implantés un peu partout sur le territoire. Et il y en a 400 dans le monde, d'où ce nom aussi qui n'est pas très évocateur de ce qu'on fait. On n'a pas de piscine ou de centre sportif, mais il y a la bonne ambiance, c'est sûr. Mais c'est parce que c'est un modèle qui est nord-américain et qui est aujourd'hui présent dans 35 pays. Et je crois qu'il y en a un peu plus de 350 dans le monde aujourd'hui. Donc on répond tous à des standards qui ont porté leurs fruits et qui permettent d'accompagner des personnes qui vivent avec un trouble psychique. Et nous, à Marseille, on est très récent parce qu'on a ouvert il y a un peu plus d'1 an. On a fêté nos 1 an le 16 septembre de cette année. Et on s'est implanté dans le quartier des 5 avenues, qui est un quartier assez dynamique et vivant. Donc on est au cœur de la cité. Et on accompagne aujourd'hui un peu plus de 90 personnes dans leur parcours de rétablissement. Merci infiniment, Philippine, Alexandre. Je peux vous dire qu'on m'envoie des petits messages du chat qui sont très nombreux, qui vous remercient beaucoup, particulièrement vers vous, Alexandre, qui souligne l'importance de ce genre de témoignage et votre courage d'être venu. C'est pas moi qui le dis, c'est
les messages du chat. Donc, encore une fois, un grand merci à tous les trois. Je crois que cette séquence au cœur de notre webinaire était très importante. Je vais maintenant ouvrir la troisième séquence. La troisième séquence, on l'a voulu un petit peu plus pratico-pratique aussi. Hein. On est ici accueillis chez France Travail. On a, vous allez le voir, tout un tas de ressources et d'acteurs, vous en avez entendu quelques-uns, qui sont des personnes, des dispositifs existants qui sont là pour évidemment appuyer ces parcours complexes. On va en reparler, bien sûr, les premiers interlocuteurs médicaux, la médecine du travail, les libéraux, mais on va voir aussi qu'il existe une multitude d'acteurs et de dispositifs. Et pour cette troisième séquence, on a 3 nouveaux invités. Donc merci beaucoup. Vous voyez, on est très nombreux avec beaucoup d'intervenants dans ce webinaire. Donc vont nous rejoindre sur le plateau pour cette troisième séquence Géraldine François, déléguée régionale adjointe pour KEOPS, le réseau des Cap Emploi en PACA. Céline Le Thierry, qui est chargée de projet partenariat chez France Travail à la direction régionale PACA. Et puis Frédéric Desbroas, qui est directeur de Working First et également en charge du dispositif dit d'emploi accompagné sur lequel on va revenir. Donc je vais vous laisser la parole à tous les trois. On l'a compris, on l'a entendu. Hein, le travail, l'emploi est une dimension clé du rétablissement, mais dans des situations extrêmement complexes. Finalement, quels sont les outils, les leviers qui sont à la disposition des employeurs, vers qui s'adresser, c'est un petit peu la question générale que j'ai envie de vous poser à tous les trois. Merci Gaëlle et bonjour à tout le monde. Difficile un peu de prendre la suite après vos super témoignages, hein, merci. Donc moi je prends la parole ici pour voir un peu les choses du côté des recrutements et du côté de la préparation au recrutement. Pour lesquels le service public de l'emploi va pouvoir vous aider. Donc on a des leviers d'action et d'intégration hein, pour des recrutements inclusifs quelque part. Ça peut être d'une part les méthodes de recrutement qu'on va vous proposer, qui sont innovantes et qui sont éprouvées, et d'autre part la préparation des candidats. Donc que ce soit France Travail, Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap ou la mission locale pour les jeunes, on est un service public porte d'entrée et on va pouvoir vous proposer des méthodes innovantes comme je pense à la méthode de recrutement par simulation où on va recruter sans CV ou comme des stades de l'emploi où on va recruter en fait sur des savoir-être, essentiellement, plutôt que sur des savoir-faire ou sur des qualifications. On va avoir des outils à proposer aussi comme l'alternance, comme l'enrichissement des profils. Aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont plus accès qu'au CV des personnes, mais elles ont accès à beaucoup d'informations qui leur permettent de mieux voir la situation de la personne en recherche d'emploi. Et puis, dernièrement, on a développé aussi une application qui nous permet d'identifier des entreprises handi-engagées et de les rendre visibles pour que les demandeurs d'emploi prennent plus facilement contact avec elles. Donc ça, c'était pour le côté méthode de recrutement. Maintenant, on prépare aussi les candidats à ces recrutements, donc au niveau du droit commun, ce qu'on appelle le droit commun, qu'on peut proposer à tout le monde, hein, qu'on soit jeune, en quartier prioritaire de la ville ou qu'on soit senior ou en situation de handicap ou pas. On a des outils comme l'immersion professionnelle qui fonctionnent très bien. Et Alexandre, tu en as parlé tout à l'heure, hein, c'est les stages en entreprise qui permettent souvent d'ouvrir la porte. Et on a aussi des formations avant l'emploi, comme les préparations opérationnelles à l'emploi, qui permettent de monter en compétences et finalement de répondre aux besoins des entreprises. Après, quand on va avoir une situation de handicap qui est identifiée, on va pouvoir mobiliser, comme Naïma l'a évoqué tout à l'heure, des appuis spécifiques ou la plateforme emploi accompagné dont Frédéric vous parlera tout à l'heure. Et puis enfin, quand on arrive sur des situations de handicap qui sont très complexes ou qui sont dans l'emploi, eh ben, on va passer le relais à nos collègues de Cap Emploi
qui sont plus spécialisés pour aller sur ces situations-là. Donc voilà, peut-être juste ce que je voulais souligner, c'est que on est rapproché depuis 2022 avec les Cap Emploi. Donc dans chaque agence, on a des teams handicap qui sont compétentes pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et on travaille avec Cap Emploi tous les jours. Donc quand on a besoin de passer le relais, maintenant c'est plus facile. Et du coup, Géraldine, je te laisse prendre la suite. Merci Céline pour ces éclairages. Alors je vais peut-être pas revenir sur la mission du Cap Emploi au niveau de l'accompagnement des demandeurs d'emploi parce que tu l'as introduit, mais on va plutôt introduire la séquence de la sécurisation des parcours et du maintien dans l'emploi. Et je pense que ce matin on l'a bien dit, maintenir dans l'emploi une personne en situation de handicap psychique, c'est crucial parce que le travail n'est pas simplement une source de revenus. Et Yves l'a bien dit ce matin, ça permet beaucoup de participer au rétablissement. Donc Cap Emploi, il intervient en proximité dans l'entreprise auprès des employeurs, dès lors qu'il est nécessaire de sécuriser la prise de poste ou lorsque le maintien dans l'emploi d'un salarié, d'un agent peut être mis en cause en raison de sa problématique santé ou de son handicap, qui ferait qu'il deviendrait en inadéquation avec son poste de travail. Donc nous, on ne va pas se substituer au rôle central de l'employeur. Ce matin, on l'a dit, il appartient aussi à l'employeur de mettre en place les conditions idéales pour la santé et pour tous au travail. Mais parfois, on peut aussi être un peu démunis face à des situations où il y a un risque d'inaptitude au poste de travail. Et donc, le rôle du Cap Emploi sera bien sûr d'analyser la situation, de proposer des aménagements adaptés et également d'aller rechercher les ressources qui sont appropriées à la situation parce que nos accompagnements sont tous individualisés, qui tiennent compte de la problématique de la personne et du contexte dans l'entreprise. Et du coup, ça nécessite parfois aussi une certaine articulation et coordination avec l'ensemble des acteurs. Vous le verrez dans le document qui vous sera remis après ce temps d'échange. Il est riche et vous l'avez vu ce matin, il y a plein de dispositifs dont on a parlé, des appuis spécifiques, etc. Je pense que c'est vraiment nécessaire, quand il y a une prise en charge d'une situation qui crée des difficultés, de s'appuyer sur des acteurs ressources. Alors, un des acteurs ressources en entreprise, c'est le médecin du travail. Il faut vraiment penser en tant qu'employeur, quand vous détectez des signes particuliers, ce qu'on appelle chez nous les signaux faibles, en fait, de solliciter le médecin du travail parce que dans son analyse, il pourra évaluer les capacités de la personne et déjà proposer des adaptations. Donc, il a un rôle central. Sur lequel nous, en tout cas Cap Emploi, on associera bien sûr toujours l'employeur, le salarié ou l'agent et le médecin du travail dans la démarche de recherche de maintien dans l'emploi. Et on s'appuiera aussi sur toutes les structures qu'on a citées ce matin. Je pense par exemple aux structures du médico-social, et je pense que Yves l'a bien dit aussi, il n'y a pas que le travail, il y a la vie aussi à côté qui doit continuer. Il faut trouver un vrai équilibre dans la prise en charge, pour que le parcours soit sécurisé. Si besoin et si nécessaire, on utilisera les appuis spécifiques de la GFIP, surtout pour éclairer et identifier les solutions de compensation, voire même sensibiliser le collectif de travail. Et après, on passe sur un niveau un peu supérieur, où parfois il y a la nécessité d'aller vers plutôt des dispositifs de job coaching. Et là, on sollicitera bien sûr l'emploi accompagné. Oui, donc merci Géraldine. Donc effectivement, l'emploi accompagné, le dispositif d'emploi accompagné intervient en complémentarité de l'offre de France Travail et de Cap Emploi. Ces dispositifs sont organisés en plateforme départementale, c'est-à-dire que sur chacun de vos départements, vous avez un interlocuteur associatif qui travaille avec des coporteurs, d'autres structures. Dans notre cas, par exemple, on est spécialisé sur le handicap psychique. Le dispositif d'emploi accompagné, c'est une politique publique lancée en 2018 et soutenue par la GFIP, le FIP et les ARS dans chaque région.
Son objectif est de viser l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap invisible prioritairement. Donc, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec des déficiences intellectuelles, des troubles du neurodéveloppement et donc des personnes en situation de handicap psychique. Donc l'emploi accompagné propose un soutien à l'accès à l'emploi et au maintien dans l'emploi, car ces populations, ces publics, comme on dit, peuvent trouver du travail, mais souvent ont plus de mal à le conserver, à le garder dans la durée, comme nous l'a illustré le témoignage de tout à l'heure. Alors l'emploi accompagné, c'est une pratique, au-delà d'un dispositif, c'est une pratique qui est issue d'Amérique du Nord, dans les années 80 déjà, et ce qui fait que culturellement, eh bien, c'est une pratique qui est orientée business, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que c'est une pratique qui s'adresse à la fois aux personnes accompagnées, mais aussi aux employeurs, et qui vise à trouver les intérêts communs entre employeurs et candidats ou salariés déjà. Ce qui fait aussi que les entreprises, les employeurs, publics ou privés, ont la possibilité de faire appel elles-mêmes aux dispositifs d'emploi accompagné, que ce soit pour du sourcing, pour des questions de contractualisation, d'activation d'aide à l'embauche, et bien sûr d'intégration avec d'éventuels aménagements à réaliser au sein de l'entreprise, mais également des sensibilisations des collectifs de travail aux particularités que peuvent avoir les candidats de l'emploi accompagné. Le conseiller en emploi accompagné ou le job coach, c'est une profession qui est désormais reconnue par France Compétences. C'est un professionnel qui a vocation à intervenir à 360 degrés dans le parcours d'inclusion de la personne, et donc aussi bien sur des questions sociales que sur des questions médicales et évidemment professionnelles. Il se caractérise par rapport à France Travail ou Cap Emploi qui gèrent des gros volumes. Il se caractérise par sa réactivité. En tant que job coach, on est censé répondre rapidement à la demande de la personne ou de l'employeur, parce qu'on sait qu'au travail, en emploi, tout peut se passer en quelques jours, que ce soit un recrutement, mais aussi une situation complexe. Il faut intervenir rapidement. C'est un service qui est également sur mesure, et donc qui se fait par l'interconnaissance entre employeurs, candidats et job coach. Aujourd'hui, ce dispositif concerne 10-12 000 personnes en France. Et l'État, alors c'était le gouvernement Attal, ça date déjà, mais l'État s'était engagé à atteindre 27 000 personnes ou 26 000 personnes d'ici 2027, et donc probablement un doublement. Ce qui fait que le message que je tiens à vous faire passer, c'est que n'hésitez pas à vous saisir de ce dispositif qui est en pleine croissance, en passant aujourd'hui en région PACA en tout cas. C'est en passant par votre interlocuteur du service public de l'emploi, que ce soit Cap Emploi ou France Travail. Merci. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup à tous les trois. Je crois que même si on a abordé assez rapidement, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs, des acteurs, on va dire, incontournables de premier rang. Des dispositifs spécialisés, des dispositifs qui sont soutenus aujourd'hui, qui vont se déployer. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il y a aussi peut-être un point dont on n'a pas parlé, mais vous allez retrouver ces informations dans le petit guide ressources qu'on a monté pour ce webinaire et qu'on vous transmettra à la fin. C'est la partie sensibilisation, formation, dont on parle beaucoup. Il existe pas mal de formations sur le sujet, notamment peut-être premier secours en santé mentale, qui est... la formation, on va dire, de base qui peut permettre et qui se déploie beaucoup pour comprendre un peu tous ces concepts et les premiers gestes par rapport à une personne sur lequel on perçoit des signes, des signaux faibles, comme vous les avez appelés.
Il y a aussi des fresques de sensibilisation qui existent spécifiquement sur la santé mentale. Il y en a plusieurs. Donc, il y a des outils qui existent spécialement de manière individuelle ou collective que vous pouvez mettre en place. On y reviendra. Alors, il nous reste quelques minutes, je crois, dans ce webinaire. Comme je le disais en introduction, les nombreuses questions que vous posez, certaines ont été répondues peut-être au fil de l'eau par nos collègues en régie. D'autres, sur l'intégralité de ces questions, on va faire un vrai travail de réponse écrite que l'on joindra au guide ressources. Ça vous permettra d'avoir des réponses, on va dire, largement enrichies de tous nos intervenants. On en a 2-3 que je vais vous poser, vous qui êtes sur le plateau, et puis vous nous direz si vous êtes les bonnes personnes pour y répondre. J'ai une question, par exemple, du chat. Finalement, que faire avec une personne qui n'est pas travailleur handicapé, qui n'a pas la reconnaissance, qui ne veut pas forcément d'aide, malgré une souffrance évidente? Je ne sais pas, Frédéric, si, par exemple, vous avez quelques conseils à donner dans ce genre de situation. Enfin, c'est évident, c'est difficile d'en parler sans connaître l'entreprise ni la situation, mais oui, quelqu'un qui ne veut pas d'aide, qui refuse l'aide, c'est en tant qu'employeur. Donc déjà, j'entends, si vous participez au webinaire, vous posez cette question, c'est que vous vous sentez concerné et que vous avez envie d'aider. Donc, mais à partir du moment où vous proposez votre aide et que la personne ne s'en saisit pas, eh ben, je crains que vous ne puissiez rien faire. Dit comme ça. En revanche, en revanche, il existe Enfin, nous, ce que l'on suggère dans ces cas-là, c'est que de trouver un moyen de proposer des ressources qui soient externes à la personne, qui soient externes à l'entreprise. Donc, par exemple, Philippine, tout à l'heure, vous a présenté le Clubhouse, il y a l'association Esper Pro présentée par Yves, ou nous, chez Working First, qui sommes des associations qui pouvons intervenir hors cadre légal d'une manière ou d'une autre, avec des règles de confidentialité, etc. Donc nous, là, je vous parle d'associations marseillaises parce que c'est ce que je connais. Après, sur la région PACA, je sais que par exemple, en Corse, il y a un clubhouse qui ouvre aujourd'hui. Dans les Alpes-Maritimes, il me semble qu'il y a des dispositifs dits de job coaching qui ne s'adressent pas seulement aux personnes reconnues en situation de handicap, etc. Mais voilà. Peut-être juste un petit complément en réponse à cette question. La personne n'est pas en situation de handicap, que faire? On l'a entendu depuis le début, je pense, et j'ai envie de rebondir sur les différentes interventions dont nous avons pu profiter. Déjà, je pense qu'une des conclusions de ce webinaire aujourd'hui, c'est vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Le témoignage de Naïma dans l'entreprise, enfin la ville de Istres, employeur public, le soulignait déjà. Grosso modo, déjà, la première chose, c'est effectivement l'écoute et puis la recherche en interne de solutions qui existent. Alors, bon nombre d'entreprises ont des structures RH, et Naïma s'est présentée comme étant une référente sur la thématique du handicap. Donc oui, il y a le mot handicap dans cette réponse, mais les collègues, ce que j'ai envie de dire, c'est que les collègues, en interne, dès l'instant où on a capté les signaux faibles, il faut effectivement solliciter les collègues de l'entreprise. Il faut solliciter la médecine du travail et ensuite il faut se renseigner auprès de qu'est-ce qui peut exister sur le territoire. Et ça fait partie des éléments de réponse que nous partagerons dans le guide ressources dont Gaël, tu parlais tout à l'heure. Donc oui, sollicitons l'entourage et regardez autour de vous. Il y a déjà pas mal de choses qui existent et donc il faut commencer par là avant d'aller chercher un appui peut-être spécialisé, spécifique, comme on l'a évoqué, ou bien d'aller chercher des outils spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Bien, merci à tous. Je le disais, les autres questions, nous y répondrons, je pense, avec tout le collectif
des intervenants pour compléter ce petit guide ressources. On vous avait promis de finir bien à l'heure, donc je pense que nous allons conclure ce webinaire. Alors pour conclure ce webinaire, d'abord je vais rappeler tous les intervenants qui ont bien voulu témoigner ou parler aujourd'hui pour que vous les retrouviez tous sur le plateau. Et puis je vais peut-être vous passer la parole, Guillaume, si vous voulez nous retracer quelques grands éléments de synthèse qui vous ont marqué, étonné. Enfin, on a entendu des choses croisées. Et puis, je clôturerai derrière vous techniquement le webinaire. Très bien. Merci Gaël. Et puis, merci à chacun d'entre vous qui êtes à l'image là aujourd'hui. J'ai envie de dire que la première réussite peut-être, c'est de faire en sorte que ce sujet ne soit plus un sujet tabou. Parlons-en ensemble dans nos réseaux, dans nos entreprises. Faisons en sorte que nous puissions agir collectivement au bénéfice des personnes qui sont salariées, que nous voulons accompagner, qui peuvent rencontrer quelques difficultés. Aujourd'hui, il faut que toutes les compétences des entreprises puissent être mobilisées. Donc ça, c'est le point effectivement qui me semble le plus important. Je reviendrai sur un des mots qui ont été introduit par Yves dans ce webinaire avec j'avais envie de noter la thématique de l'écoute. Soyons à l'écoute, cette notion de signaux faibles, soyons attentifs ensemble à ces signaux faibles. Je pense que c'est la première chose. Il faut cranter, il faut capter ça pour que ensuite on puisse déclencher des actions qui vont venir en soutien des équipes, manager ou la personne concernée, déclencher des actions, mais ça se passe parce que j'ai repéré, j'ai été attentif. Et tout à l'heure, dans la question qui nous était posée, c'est que faire pour la personne qui n'est pas en situation de handicap. On disait en introduction, j'écoute, je propose un café, j'ai un geste avec beaucoup d'attention envers la personne, je ferme la porte, je lui accorde de l'attention et on parle. Eh bien, j'ai envie de dire que ça, c'est le tout début. Et dans l'expérience, dans le témoignage de Alexandre tout à l'heure, et bien encore merci pour ce témoignage, ben, on a entendu que c'était particulièrement nécessaire. La personne doit se sentir en confiance. Il y a la dimension sociale qui nous a été présentée en introduction. Et donc, faisons en sorte d'entourer les personnes, de faire en sorte que l'espace de travail, ce soit aussi un espace où les personnes puissent se réaliser collectivement. Et donc ça relève de notre responsabilité à chacun de travailler sur ces sujets-là. Et ensuite, je reviendrai sur l'exemple de Alexandre, qui nous dit, moi j'ai besoin, compte tenu de ce que je vis, que l'on puisse adapter un tant soit peu mon poste de travail. Et il nous dit, j'ai envie de créer mon entreprise, pourquoi ? Pas tellement pour faire beaucoup d'argent, mais peut-être j'ai besoin de créer mon entreprise parce que comme ça, au moins, je vais pouvoir adapter mon temps de travail. Si j'ai besoin de pause toutes les 45 minutes, eh ben dans mon travail, si je suis autonome, je vais pouvoir le faire. C'est un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, je ne sais pas exactement si c'est ça qu'il voulait nous dire, mais en fait, cette notion-là de je suis à l'écoute de mon salarié et puis j'organise, j'adapte son espace de travail parce que ça marche, c'est pour son bien. Et puis en tant qu'employeur, il sera plus productif, je vais en tirer un bénéfice. Ben, je pense que c'est ce type de solution que nous devons ensemble mettre en œuvre. Et puis, dans cette troisième séquence, on a vu qu'effectivement, il existait de nombreux outils. Peut-être que vous ne les avez pas tous retenus, voilà, vous ne savez pas tous comment les mobiliser, comment je fais pour mobiliser un Working First, le dispositif d'emploi accompagné, comment est-ce que je fais pour mobiliser un Clubhouse. Il faut aussi qu'on constitue un réseau et qu'on puisse se partager des informations. Et c'est ce que nous nous engageons à faire en vous communiquant le guide de ressources pour que vous puissiez également utiliser ces ressources et faire en sorte que la thématique de la santé mentale progresse ensemble dans nos entreprises et qu'on puisse avoir des salariés qui soient plus épanouis demain en emploi. Voilà ce que je pouvais dire. Moi, je vais vous rejoindre aussi, parce que je trouve ça plus sympa.
Merci beaucoup à tous. Moi, je voulais juste clôturer ce webinaire et vous dire que je pense que c'est une très bonne introduction aussi à la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui arrive très vite. Vous le savez, tous les ans, cette semaine a lieu la 3e semaine de novembre. Cette année étant la grande cause nationale santé mentale, il y aura beaucoup de choses sur le territoire de PACA sur ces sujets qui vont venir approfondir un petit peu ce qu'on a voulu introduire ce matin avec vous tous. Vous allez retrouver des événements dans les Alpes-Maritimes, dans les Hautes-Alpes, sous différentes formes, dans tous les départements de PACA. Une grande conférence le 19 novembre sur ce sujet à Marseille notamment, mais aussi des théâtres-forums, des ateliers, des fresques. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher dans vos départements respectifs des acteurs qui sont là. Vous avez plutôt le niveau régional, mais tous ces acteurs existent dans vos départements. Et on vous donne rendez-vous bien sûr à cette grande semaine du 17 au 22 novembre prochain. Encore une fois, merci à tous. Merci à tous les intervenants qui sont venus nombreux ce matin. Merci à vous tous qui étaient derrière vos écrans. On espère que ce webinaire a été riche d'enseignements pour vous. Il sera en replay disponible si certains de vos collègues ne l'ont pas vu. Et très bon après-midi à tous et à très bientôt. Au revoir à tous.